Bonsoir à toutes et à tous. Donc, chronique numéro 164. Et dans cette chronique, je vais essayer de traiter et d'extraire un petit peu certaines compréhensions de ce mouvement que certains appelleraient obscur ou d'autres témoins de Jéhovah islamique, que j'ai nommé, bien entendu, le Tabligh. Alors, pourquoi, je dirais, cette explication ou cette chronique concernant le Tabligh, parce que beaucoup d'idées fausses sont faites dessus. Alors bien entendu, j'essaierai autant que faire se peut d'être impartial, mais il s'avère que ce mouvement est un mouvement qui a contribué, je dirais, à l'essor d'une sorte de réislamisation des musulmans, particulièrement en Europe, où ils furent très actifs. On peut même considérer que ce sont les précurseurs, et non pas bien entendu les promoteurs, de la réislamisation d'une partie des musulmans en Europe. Alors, faisons un peu d'histoire. Le Tabligh est un mouvement d'origine indienne, méconnu à l'origine en Europe, et assez actif, je dirais. Alors, effectivement, ils ne sont pas classés dans ce qu'on appelle la dimension des salafistes. Bien que sunnites, suivant effectivement les enseignements de Bukhari et Muslim pour les deux fondamentaux spécialistes entre guillemets de la tradition de la sunna selon les règles des quatre écoles sunnites, ce sont bien évidemment des néo-fondamentalistes. Alors quand on parle de néo, il faut bien préciser, ce sont en fait des nouveaux fondamentalistes. Certains diraient intégralistes, pour ne pas employer le mot d'intégriste, mais tout comme le salafisme, il est encore, je dirais, plus prosélyte que ces derniers. C'est une des raisons pourquoi beaucoup les comparent un petit peu aux témoins de Jéhovah, puisque le Khuruj, c'est-à-dire le fait de se déplacer, d'apporter la parole, fait partie, je dirais, de leur prédication. Et c'est le sens finalement au fond du mot tabligh en ourdou et en arabe. Et la raison de son existence est le moteur de son mouvement. Alors il utilise beaucoup la prédication itinérante, comme je l'ai précisé quand j'ai mentionné le terme de khuruj. Bien entendu, prédication itinérante, se déplaçant sur les routes, parfois à pied, auprès du musulman visé. Les tablirs insistent sur l'importance de la pratique religieuse et font jouer le sentiment de culpabilité face au manque de religiosité. On peut les classifier dans des musulmans piétistes et même quiétistes, une recherche de quête et à la fois une pratique très rigoriste. Et ces missions couvrent, je dirais, un double objectif: assurer la cohésion des quelques membres qui la constituent, accroître la communauté en recrutant de nouveaux adeptes. Il faut bien comprendre que leur efficacité tient à leur message. C'est simple, je dirais peu enclin à la philosophie, et simplement un message tout à fait exotérique afin de pratiquer, mais qui exige du croyant un important investissement, je dirais, personnel. Alors, le tabligh est un acteur fondamental pour comprendre, je dirais, les prémices de la réislamisation des musulmans européens. Dans les années 70, aux années 90, en perte de vitesse, il faut le reconnaître, depuis les années 90, son modèle, je dirais le modèle interne, sa propre structure, s'est énormément essoufflé. La raison en est que des périodes intenses d'ascétisme et de prédication et du caractère trop répétitif
voire mécanique des activités, ont finalement, je dirais, le goût du rébarbatif. Alors il a été dépassé par les frères musulmans, plus pragmatiques, plus enclins à essayer finalement de s'imposer dans le domaine social et politique, voire bien entendu économique. Puis aujourd'hui par la progression bien entendu du salafisme exporté depuis les années 70 par les pays du Golfe, et qui bien entendu agit sur ces terrains de prédilection géographique et religieux. Alors ils partagent cependant, il faut le préciser, de nombreux points communs avec leur mode de vie prophétique ou leur rejet des valeurs occidentales. Le tablir est une sorte de structure assez vaste, mais je tiens à le préciser, il est quand même si quelques savants du wahhabisme ou du salafisme les ont takfirisés, excusez-moi du terme, ont considéré qu'ils étaient apostates du fait de certaines innovations, dont le Khuruj par exemple, mais d'une manière générale, ils restent liés au message sunnite. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est particulièrement implanté au Royaume-Uni en raison de l'immigration, bien entendu, indienne et pakistanaise. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce mouvement a été très important dans le passage de beaucoup, je dirais, de fondamentalistes qui ont fini dans le salafisme qu'on pourrait entre guillemets appeler révolutionnaire, et même dans le passage de beaucoup, je dirais, de terroristes. Je comparerais le tablir un peu comme une école. Vous savez, l'école de l'Action française qui a vu énormément de gens passer, pour ce qu'il en est de notre pays, et qui ont fini ensuite soit dans l'escarcelle du fascisme, ou l'escarcelle, je dirais, des légions des volontaires français engagés dans le Reich de Milan. Pourquoi je fais cette comparaison? Parce que l'Action française était un mouvement dirigé par Maurras, Charles Maurras, et qui restait effectivement, qui était une très très bonne école au niveau de l'enseignement, mais qui restait dans ce qu'on appelle la dialectique, dans la logorée. Il n'avait pas pour prétention de s'occuper des affaires de ce monde ou de faire de la politique, mais de donner un corps, je dirais, idéologique à l'individu. C'est ensuite cet individu, trouvant que ce mouvement ne portait pas d'autres aspirations que ce qu'il avançait lui-même, une fois bien formé, finalement, choisissait d'aller sur d'autres terres. Mais il faut bien comprendre que c'est un mouvement qui a apporté, je dirais, un socle, je dirais, formateur dans la plupart des musulmans sunnites qui sont passés ensuite à d'autres structures que je ne nommerai pas car je pense que tout le monde, au vu de l'actualité, est au courant effectivement de ces différentes structures. Bien entendu, je vais répondre à certains, c'est un mouvement qui n'est pas chiite, comme certains auraient pu l'avancer, c'est un mouvement qui est avant tout sunnite. Et donc effectivement, il ne peut pas y avoir des chiites à l'intérieur. Ça c'est pour la petite réponse à certaines affirmations de certains. Alors, bien entendu, quand on parle d'implantation, ce mouvement a fait le boulot. Il a permis ensuite une certaine présence d'un choix salafiste en Europe, qui est malgré tout récente, et je dirais même loin d'être monolithique. Alors, si le salafisme dit politique, entre guillemets, parce que c'est cela en fait de quoi nous parlons, c'est celui-là qui fait effectivement, je dirais,
beaucoup parlé de lui. Si il est présent en Europe, je dirais depuis les années 70, via bien entendu des institutions liées à la Ligue islamique mondiale, petit paravent de l'Arabie saoudite, son impact est resté faible sur les populations musulmanes d'une manière générale, surtout sur le musulman du quotidien. C'est le cas par exemple également pour le salafisme, qu'on pourrait qualifier de takfiri, que d'autres s'attribueraient du sobriquet révolutionnaire, ou même djihadiste, et qui voyait l'Europe et Londres, qu'on a appelé à un moment donné le Londonistan, tout particulièrement, comme une base arrière pour l'action djihadiste dans les années 90. Souvenez-vous, la mosquée de Finsbury, et bien entendu le capitaine Crochet, hein, et tous les mouvements les plus, je dirais, rigoristes, les plus intégristes, les plus fanatiques, je dirais, qui ont domicile à Londres. Alors, ces adeptes sont quantitativement peu nombreux, mais leur impact néanmoins, je dirais, très important. Alors au-delà de la question de savoir si le salafisme quiétiste peut mener à une radicalisation djihadiste, comme je l'ai expliqué, on passe d'une école à une autre, on fait des formations pour finalement faire le choix définitif de concept plus radical. Alors il est intéressant, je dirais, de constater que c'est le mouvement inverse qui s'est produit en Europe. Le salafisme quiétiste, d'une manière générale, de quête d'influence saoudienne, obéissant bien entendu, je dirais, au moulouk, c'est-à-dire au roi, a émergé du salafisme révolutionnaire. Ce judicieux mélange entre l'apport des frères musulmans, un temps chassés par Nasser en Égypte, et cette émulsion avec le salafisme quiétiste a donné effectivement le salafisme djihadiste. Et dont les références sont les plus diverses, hein, par un processus bien entendu de modération et de recentrement du discours sur les questions religieuses, débordant sur la vie quotidienne des croyants et par-delà bien entendu le sens de l'organisation et en finalité le choix d'un modèle de société. Alors, il ne faut pas se voiler la face, hein. L'Europe est un refuge du salafisme révolutionnaire dans les années 90. En Angleterre, on passe de l'implantation d'un djihad afghan dans les années 90 à la création du Londonistan, comme je viens de le mentionner précédemment. Au début des années 2000, où la capitale devient le terreau du salafisme djihadiste, en France, l'origine de la présence salafiste est également liée, je dirais, au développement du salafisme révolutionnaire dans les pays du monde arabo-musulman en guerre. C'est une des raisons pourquoi, en Angleterre, nous trouvions toutes les officines les plus, je dirais, les plus intégristes, que ce soit du GIA avec son quotidien donnant des informations du front en Algérie, que ce soit l'Ansardine à l'islam, pour ce qu'il en est effectivement de l'Irak, que ce soit Al-Qaïda, que ce soit d'autres mouvements, y compris les frères musulmans, sorte de patchwork de tous ces courants. Et donc, je disais donc, jusqu'à la fin des années 90, le salafisme présent en Europe est tourné vers les pays d'origine de ses représentants. C'est le cas par exemple en France avec les salafistes algériens réfugiés politiques du fait de la guerre civile, comme je viens de le mentionner, commencée au début des années 90. Mais ce qu'il faut bien attendre et bien comprendre, c'est que progressivement, avec l'arrivée d'une deuxième génération de prédicateurs formés en Arabie Saoudite, il perd son aspect politique et révolutionnaire et se recentre finalement sur les populations musulmanes européennes. L'objectif est, je dirais, est en fonction des impératifs. Le salafisme quiétiste, prôné par l'Arabie Saoudite, est un moyen de lutter contre le salafisme révolutionnaire car l'Arabie conçoit ce salafisme apolitique comme un facteur de stabilité, d'obéissance, bien entendu à son pouvoir,
dans le monde musulman, plus particulièrement, et en assure donc la promotion. Alors, bien entendu, certains gouvernements européens ont tout fait pour que, finalement, ce salafisme devienne la norme. Puisque ce n'est que de la propre bouche du roi actuellement d'Arabie Saoudite pour dire que ce fut à la demande, effectivement, des différents gouvernements successifs vis-à-vis de cette idéologie. Bref, vous m'avez compris. Alors, pour ne pas me détourner et rester dans le vif du sujet, ce passage au quiétisme conduit néanmoins à un conservatisme beaucoup plus prononcé qu'auparavant, puisque le discours se concentre désormais sur les normes et les valeurs. Et ce conservatisme accru, et je dirais même assez récent, est à même de séduire un plus grand nombre de musulmans qui deviennent salafistes, parce que le sujet principal est le quotidien, effectivement, des fidèles. Comment changer par la base les attitudes, les habitudes, et faire que finalement, au fond, ils constituent un noyau dur qui un jour pourra représenter leur espoir, bien entendu, ce qu'ils croient, une communauté d'influence. Alors, puisque on parlait du tablir, qui a été quand même l'école, je dirais primitive, qui a permis à certains de faire le choix du salafisme, contrairement aux frères musulmans ou au salafisme politique d'État, la Ligue islamique mondiale, pour ne parler que d'elle, puisque je vais parler d'elle étant donné qu'elle était imbriquée aussi dans la guerre en Syrie, rappelez-vous les casques blancs. Bon, il n'existe aucune organisation salafiste d'envergure qui permettrait de constituer l'unité du mouvement. Beaucoup sont à la fois critiques à l'égard du pouvoir saoudien dans ses frasques et ses débordements d'exagération ubuesque. Certains sont même, je dirais, dans les geôles saoudiennes, soyons honnêtes, reconnaissons-le. Mais pas pour des motifs de liberté et de démocratie ou de respect de tous, mais bien entendu pour changer un système corrompu, vassalisé, dont une petite unité se permet toutes les frasques, en faveur ou à la faveur d'un modèle extrêmement intégriste ou rigoriste. Alors il existe bien des petites structures qui n'ont pas besoin, je dirais, de moyens financiers importants pour exister, comme des lieux par exemple de culte, très souvent de petite taille, des associations, de plus en plus d'écoles. Mais soyons sérieux, elles sont plutôt dans le domaine local. Le salafisme, je dirais aujourd'hui, ne possède aucune fédération régionale, nationale ou européenne. Il faut aussi, à un moment donné, revenir, je dirais, remettre les pieds sur terre. Ce n'est pas le salafisme hyper organisé qui, finalement, aurait un pouvoir, mais finalement, en définitive, réussirait toutes ces entreprises, quoi qu'il arrive. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il se décline à deux échelles. L'échelle que je qualifierais strictement locale, et c'est sur cela que, finalement, au fond, les choses sont assez dangereuses, puisque c'est un travail où le temps, je dirais, très peu important, puisqu'ils savent attendre, considèrent que les fruits à cueillir ne sont pas dans l'immédiat, celle du repli et celle des connexions idéologiques avec le reste du monde musulman, et dont effectivement le tablir est une, je dirais, véritable structure à la croisée des chemins. Alors, ce qu'on oublie, c'est qu'ils essayent de rester
particulièrement, je dirais, en lien avec l'Arabie Saoudite. Paradoxalement, le salafisme se situe à la fois dans la globalisation, par l'utilisation des nouvelles technologies, comme par exemple l'usage de l'Internet, avec ses contacts, avec les théologiens saoudiens, le ministère de la Fatwa, et dans le micro-réseau local, ce que j'appellerais la bande, entre guillemets, mais reste peu intéressé par l'espace national. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas en Europe d'unité du salafisme quiétiste, en dehors d'une certaine cohérence idéologique. Bien entendu, il s'agit, je dirais, d'une mouvance dont les contours sont difficiles à cerner. Ce qui, bien entendu, ne signifie pas qu'il n'existe pas de réseau en son sein. Soyons clairs là-dessus. Des fois, la qualité supplombe la quantité. Alors la conséquence de cette organisation, ou plutôt de cette non-organisation, c'est que l'on ne peut pas interdire le salafisme, pas plus qu'on ne peut faire une secte, car elle n'a pas un seul gourou. C'est là où finalement les choses se compliquent. Alors la présence, je dirais, salafiste en Europe connaît depuis à peu près une vingtaine d'années une nouvelle phase de son développement après le salafisme, je dirais, révolutionnaire, de la fin des années 80, réponse effectivement à l'existence de la République islamique d'Iran. N'oublions pas qu'on est aussi dans je dirais, dans la rivalité. Restons également dans la réelle politique et dans le pragmatisme. Ne mélangeons pas tout. Et sans oublier bien entendu de la décennie 1990. Puis, je dirais, le passage au salafisme quiétiste sous l'influence de l'Arabie Saoudite, ayant besoin de récupérer ses ouailles afin de pouvoir garantir son pouvoir sans partage. Alors bien entendu, on observe une forme de sédentarisation et d'expansion du mouvement, tant en France qu'en Allemagne, et effectivement au Royaume-Uni, revendiquant un apolitisme illusoire. Bien entendu, quand il refuse la politique, c'est pour mieux, je dirais, en critiquer les aspects de la société occidentale. Alors la sédentarisation s'explique entre autres par l'affaiblissement, je dirais, du principe de la hijra, c'est-à-dire l'obligation de rejoindre provisoirement ou définitivement un pays où les lois islamiques sont respectées, qui pour certains peuvent être une finalité, que tous les salafistes, par exemple pour ce qu'il en est de notre pays, français, considèrent jusqu'à récemment comme inévitable, ça on peut l'entendre. À long terme, je partirai. Je ferai mon émigration, je ferai ma hijra. Alors cela peut s'expliquer par des arguments économiques, le coût par exemple de l'expatriation, c'est toujours difficile d'aller vers des nouvelles terres, pour certains ne pratiquant pas la langue arabe ou ne la maîtrisant pas assez bien, et surtout l'inconnu, car même les pays qui sont, je dirais, gérés par respect des lois islamiques, n'en demeurent pas moins qu'ils ont des traditions qui parfois n'ont absolument rien à voir, mais qui vivent en bonne entente, ou je dirais en équilibre judicieux avec l'islam. N'oublions pas qu'il y a beaucoup dans ces pays des coutumes locales. Mais, je voudrais préciser aussi, par une sédentarisation de la prédication salafiste et par un changement de mentalité sur le rapport au reste de la société. Et donc, si on parle d'éléments factuels, par exemple la guerre au Yémen et la chasse aux islamistes menée par le maréchal Sissi, ayant éjecté du pouvoir Mohamed Morsi, peut expliquer ce phénomène.
le Yémen et l'Égypte, qui étaient des pays favoris des salafistes français par exemple, pour le hijra, sont maintenant inaccessibles. Et c'est vrai qu'effectivement, dans les années 90, beaucoup de Français salafistes partirent, je dirais, en tout cas, faisaient leur immigration au Yémen. Alors, l'expansion s'observe dans tous les pays d'Europe, comme dans la plupart des pays arabes. Le nombre de salafistes et de mosquées salafistes est en constante augmentation, on peut constater. Même s'il est très loin de représenter la majorité de l'islam européen, en France, le nombre d'adeptes serait passé de quelques centaines dans les années 90 à 5 000 en 2004, 15 000 à 20 000 en 2015, et on parle là des salafistes militants. Même les pays du Maghreb n'y ont pas échappé. L'arrivée des paraboles, l'influence des téléévangélistes, comme je pourrais les qualifier, la modification aussi de la prière avec les bras croisés, une multitude de choses ont fait que petit à petit, certaines habitudes ou attitudes vestimentaires, ou même, je dirais, de rites, ont été changées. Alors, le nombre de sympathisants est beaucoup plus élevé, ça il faut le savoir. L'idéologie s'ancre de plus en plus, je dirais fortement, au sein des communautés. Et nous avons, en cas d'espèce, par exemple, la dialectique. Le nouveau mot des salafs, présupposé premiers musulmans, tous ces termes qui, finalement, tout à fait modernes, réintroduits dans le langage, dans la praxis, dans la doxa, font que petit à petit, même les sunnites, malékites, ou pour ce qu'il en est par exemple du Maghreb, petit à petit se salafisent, et, mais d'une façon inconsciente, tout en prétendant rester encore malékites. Donc l'idéologie s'ancre de plus en plus fortement, je dirais, d'une façon peut-être pernicieuse, peut-être inconsciente, dans les communautés musulmanes, par les influences de ce que je viens de vous citer, hein, les paraboles, les médias, les pèlerinages à la Mecque, l'accessibilité aux ouvrages venant des pays du Golfe, multitude de choses, petit à petit, changent complètement, je dirais, peut-être en laissant, vous voyez, pour vous donner l'explication, afin que vous puissiez comprendre ce que je suis en train d'étayer, c'est comme si, par exemple, un père de famille fait hériter son fils, et dont le nom de l'héritage est resté, par exemple, Monsieur X, et dont le fils modifie, une fois qu'il a hérité et que le père est décédé, modifie certaines clauses de l'héritage pour son fils, donc pour le petit-fils, et garde le nom du grand-père. Et en définitive, à force d'avoir, sur 3 ou 4 générations, changé les clauses testamentaires, tout le monde va croire que le nom du grand-père est à l'identique de ce qui, finalement, fut ses dernières volontés. Or, effectivement, beaucoup de choses ont été changées, et en définitive, le contenu du testament n'a plus rien à voir avec le nom qui a été conservé. Voilà, ça c'est pour bien vous faire comprendre. Alors, même si aujourd'hui les salafistes représentent une infime minorité, ils ont quand même, je dirais, certains leviers de pouvoir. La presse, l'argent, les médias, mais à côté une foule qui effectivement connaissent très mal, je dirais, leur propre islam et se fient effectivement, comme je viens de le préciser, par le biais des pèlerinages, par le biais des librairies, par le biais des médias, par le biais des télévisions et du pouvoir diplomatique des pays du Golfe et je dirais, des prestations de séduction que ces derniers effectuent en direction des masses arabes. Enfin, je dirais, on observe des évolutions d'ordre idéologique.
bien que marginale, elle semble indiquer qu'une partie du salafisme pourrait être sur la voie d'une conciliation avec le milieu dans lequel elle vit. L'émergence, je dirais, d'une tendance plus modérée, si on peut utiliser ce terme, moins radicale, apparaît au sein de diverses formes du salafisme en France, nommé salafisme quiétiste, non exclusiviste, par des gens comme par exemple Samir Amrar. Donc, est-ce que tout cela concourt finalement à une stratégie, ou est-ce qu'à force de se changer, en définitive, l'individu qui est à la tête de son changement se trompe lui-même? Il est très difficile de dire que le message salafiste qui est véhiculé par les prêches, par des supports matériels, comme je viens de le mentionner, les livres ou immatériels, comme la télévision, les médias ou Internet, ils poursuivent le but de ramener les musulmans dans la voie droite, selon leur concept, en les rappelant à l'ordre avec ou sans violence, selon, hein, avec sucre ou sans sucre, ou encore de convertir les non-musulmans, qui est une autre phase, et si cela, je dirais, est moins quand même systématique chez les tablighs. Alors voilà, je voulais faire une petite explication, faire ce lien entre le salafisme et les tabliries, pour clarifier une fois pour toutes, pour certaines questions. Les gens disent que les tablirs sont des soufis, absolument pas. Ils sont rigoristes, intégralistes, comme je peux le mentionner, ils sont bel et bien sunnites. Ils ont des passerelles avec le salafisme, ils ne prônent pas le salafisme, il faut que les choses soient claires là-dessus. Ils sont, je dirais, des itinérants, ils vivent en communauté, en groupe, à celui qui veut y faire partie. Mais il reste, je dirais, un des aspects fondamentaux qui a permis à d'autres, finalement, de se séparer d'eux tout en gardant, finalement, leur savoir assez rigoriste. Voilà, je voulais vous faire cette petite explication. Je pense que c'était important de le faire pour éviter de faire parler certaines rumeurs basées sur l'inconnaissance ou sur la réduction. Bien entendu, cela reste, à mon sens, et ça n'engage que moi, un mouvement qui doit être réformé par rapport à la situation dans laquelle nous vivons. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine chronique et je vous remercie de m'avoir écouté.